Dans votre livre, L'immigration en France, mythe et réalité, vous dites clairement qu'il se pose la question d'un diagnostic sérieux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Sur l'immigration? Ouais. Oui, parce qu'en fait, ces dernières années, ces 15 dernières années en réalité, les débats publics autour de l'immigration se sont posés sur des faux chiffres qui ont été acceptés, comme par exemple le fait qu'on reçoive beaucoup d'immigrants alors que la France se place parmi les derniers pays de l'OCDE. On a 0,3% de notre population contre à peu près 0,7% pour la moyenne des pays de l'OCDE en termes de flux de migration par rapport à la population. Et même en stock, finalement, on est à 8% de la population, 8,5% de la population française contre 12 à 13% pour la moyenne des pays de l'OCDE. Donc la réalité, c'est qu'on n'est pas dans une pression migratoire tout à fait déferlante, comme on a bien voulu le dire. Au contraire, les flux sont extrêmement faibles, en particulier l'immigration de travail, qui n'est que de 20 000 par an à peu près. Donc au total, on a 200 000 migrants par an, 100 000 qui repartent, donc un flux net de 100 000. Et sur ce flux de 100 000, vous avez 20 000 migrations de travail en réalité, ce qui n'est pas énorme. Et donc on n'a pas, comme on n'évalue pas très bien les effets de l'immigration, on reste dans des poncifs et dans des idées reçues et des mythes, eh bien on ne met pas en place une politique d'accueil, une politique d'abord d'immigration réellement d'économique et de travail sérieuse, et on ne met pas en plus de cela, on ne met pas en place une politique d'accueil qui puisse rendre plus efficace l'afflux des migrants et leur insertion plus rapide. Et au-delà de leur insertion aussi, une création de valeur positive à cette immigration? Absolument, il y a des effets positifs de l'immigration qui sont simplement liés au fait que les immigrés apportent de la fraîcheur en quelque sorte sur le marché du travail, c'est-à-dire qu'ils ne se substituent pas aux travailleurs locaux, d'où leur effet positif sur les salaires des autochtones et non pas l'effet de concurrence, parce qu'en fait ils n'occupent pas les mêmes tâches, ils ne portent pas les mêmes tâches que les travailleurs locaux, et ils permettent d'accompagner l'expansion économique, la croissance économique. Ils ne la déclenchent pas bien entendu, mais ils l'accompagnent. Donc on a vu en Espagne dans les années 2000, dans la plupart des pays dans lesquels il y a eu des dynamiques de croissance, l'immigration aidait à ce flux de croissance. En outre, l'immigration a un effet positif également sur l'innovation, sur la créativité, sur la productivité, et un effet positif sur les pays d'origine, sur lequel je reviendrai dans un instant. Mais cet effet positif n'existe que s'il n'y a pas d'obstacles juridiques, en termes de statut, etc., à l'encontre des immigrés. En réalité, il y a quelque chose d'absolument inefficace, c'est qu'une fois qu'on a sélectionné les migrants, on les autorise à venir de manière permanente, pourquoi les mettre dans des situations juridiques de précarité qui font qu'ils ne peuvent pas avoir des horizons en matière d'investissement, en matière de prise de risque, etc. Non, les pays qui ont des politiques d'immigration efficaces sont des pays qui donnent tout de suite une perspective longue aux migrants, un statut fort et qui bénéficient d'une politique d'accueil en termes de formation linguistique, en termes d'accélération de leur intégration sur le marché du travail. C'est ce qu'on voit évidemment au Canada, mais aussi dans d'autres pays. Donc vous voyez que ça n'est pas un problème de flux d'immigration non contrôlé, c'est un problème simplement d'absence de politique efficace d'accueil en matière d'immigration qui pourrait être gagnante pour les pays d'accueil, les pays d'origine et pour les migrants eux-mêmes. Et vous, qu'est-ce que vous préconisez comme moyen d'arriver à cette intégration? Dans mon livre, je fais 6 grandes propositions après avoir évalué les politiques publiques en France et en Europe. La première, c'est de désinstrumentaliser l'immigration de travail, donc de créer un comité indépendant qui fasse qu'on ait quelque chose d'absolument insoupçonnable sur la question des chiffres et sur la question des besoins, et que ce soit voté par le Parlement éventuellement, comme ça l'est fait dans certains pays, qu'on ait une vraie politique choisie, décidée, etc. sur l'immigration, et qu'ensuite on ait une vraie politique d'investissement dans cette immigration. Le deuxième élément, c'est que une fois qu'on a fait venir nos migrants, il faut les laisser dans une situation de stabilité, donc créer des statuts de long terme. La carte, ça s'est un peu amélioré dernièrement, mais on a quand même une multiplicité de petits statuts juridiques qui sont tout à fait inquiétants, qui créent des situations même de trappe à la clandestinité. Quand on donne un titre de séjour de 3 mois, qu'ensuite on met en situation des difficultés à la préfecture ou d'un an seulement, eh bien c'est difficile, ça crée des situations de précarisation, et donc il faut là créer tout de suite des permis, soit de 10 ans, soit aller vers, au contraire, une fois qu'on a sélectionné les gens et qu'on sait qui ils sont, vers une sorte de
carte verte où, à vie, les migrants puissent pouvoir bénéficier de leur statut juridique et puis favoriser l'accès à la nationalité, bien entendu. Et plus encore, il y a une proposition qui est fondée aussi sur des travaux des économistes et des chercheurs en sciences sociales, c'est de favoriser la mobilité. Et pour favoriser la mobilité, il faut autoriser par exemple la portabilité des droits. C'est-à-dire que les gens puissent être porteurs de leurs droits. Quand ils repartent chez eux par exemple, et qu'on puisse pendant une durée de 5 ans les autoriser à repartir et à revenir sans perdre leurs droits. Donc cette mobilité est aussi, comme le montrent beaucoup de travaux, gagnante pour les migrants parce qu'ils sont plus productifs et ils aident leur pays d'origine en matière de transfert de compétences, de connaissances, d'investissement et ils sont plus productifs et prennent plus de risques aussi dans les pays d'accueil. Donc ça c'est investir dans la mobilité, avoir une politique qui n'est pas une politique de migration circulaire, comme ça a été dit dans certains cas, mais une vraie politique qui favorise la mobilité. Ça, c'est un élément aussi important. Et puis, enfin, corriger les problématiques du développement, parce que les migrations, les transferts d'argent des migrants, c'est la deuxième source d'entrée d'argent dans les pays en développement. Ça a des effets tout à fait positifs sur la réduction de la pauvreté, sur la réduction des inégalités aussi dans certains cas, sur le désenclavement d'un certain nombre de villages, car les transferts collectifs permettent aussi de faire des travaux d'infrastructure, etc. Donc les migrations aident au développement. Transfert des normes également, favorise le changement de normes sanitaires. Par exemple, on le voit dans des travaux sur les pays d'Afrique subsaharienne. Les migrants emportent avec eux des normes sociales très différentes en matière, par exemple, d'excision des filles, etc. Donc il y a tout à fait un effet positif qu'il faut accompagner. Il faut accompagner en aidant les politiques des pays d'origine à avoir des stratégies en direction de leur diaspora pour qu'elles puissent précisément investir dans leur pays d'origine. Et puis dans le livre, je fais des propositions donc sur un nouveau partenariat Nord-Sud, régionalisé, et sur une sorte de taxe sur la fuite des cerveaux renouvelée, parce que ce qu'on trouve aussi dans la littérature économique récente, c'est que les perdants ne sont pas des pays à revenus intermédiaires, mais les perdants dans la fuite des cerveaux, c'est des pays très pauvres. Ce sont ceux qui envoient le moins de migrants en général, mais qui envoient le plus de migrants très qualifiés relativement à leur population qualifiée dans le pays d'origine et contrairement aux idées reçues. Et donc c'est ceux-là qui perdent le plus. Pour les pays pauvres, le taux d'expatriation des qualifiés est d'environ 50% en moyenne, contre seulement 6 à 10% pour des pays à revenus intermédiaires comme l'Inde, la Chine, etc. Donc il faut avoir, pour ces pays qui sont des pays perdants, des mécanismes de compensation sous une forme par exemple d'aide directe, de type coopération scientifique, dans l'éducation, etc. Cette proposition est une proposition tout à fait faisable et réalisable et qui est proposée dans le livre. Enfin, sur les réfugiés, qui est un autre cas, il y a aussi un certain nombre de propositions qui sont faites dans le livre pour une politique de coordination de l'accueil des réfugiés. Merci beaucoup, monsieur. Merci.